Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, votre podcast officiel des cahiers du catch où nous vous parlons chaque semaine de l'actualité de Monday Night Raw et tout simplement de nos appréciations, de notre analyse, de notre résumé de l'émission de la semaine. Aujourd'hui, je suis bien sûr Hank, si vous ne m'avez pas reconnu, je l'ai pas présenté depuis. Raphaël, stop avec les bruits de ce micro. Stop tout de suite. Ça ne va pas être possible. Mais je ne fais rien. Eh bien, fais quelque chose, justement. Donc, vous savez maintenant que c'est Raphaël qui est de l'autre côté. Et qui demande une attention particulière au niveau de l'édition audio de ce podcast. Donc, nous allons commencer tout de suite en parlant de cette entrée de Brock Lesnar dans l'arène du Cajun Dome. Donc cette semaine c'était à Lafayette en Louisiane et il vient répondre à l'agression de Paul Heyman par Samoa Joe la semaine dernière. Donc Samoa Joe qui a menacé et ensuite qui a pris dans sa coquine à clutch Paul Heyman pour lui signifier qu'il était sérieux quant à son affrontement avec Brock Lesnar à Great Balls of Fire, le prochain pay-per-view qui est donc dans 4 semaines au moment où vous écouterez ce podcast, environ 3 semaines et demie. Donc Heyman est bien sûr avec Brock dans le ring et puis il dit que Joe la semaine dernière l'a piégé, qu'il aurait pas dû parce qu'il a tapé à la porte de la bête et que Brock Lesnar a désormais un problème avec Samoa Joe, un problème qu'il réglera à grosse couille de feu. C'est désormais comme ça que j'appellerai ce pay-per-view. Bref, donc Samoa Joe arrive après ce monologue de Paul Heyman et il fait face à Brock Lesnar, hein, grosse tension, tout ça. Et puis à un moment il décide, il lui faut un coup de torse, c'est même pas un coup de poing ou un coup de tête, il lui faut carrément un coup de torse très primal, donc sur Lesnar. Là c'est Lesnar, il pète un câble, hein, il commence à balancer des spears sur Samoa Joe dans le coin du ring, hein, il lui fout une bonne marave, mais après Samoa Joe il reprend le dessus. Enfin bref, ça commence à se chauffer, les gars de la sécurité arrivent, Brock Lesnar les élimine, les fait voler un par un, et ensuite c'est le coup d'envoi. Tous les mid-carders et tous les jobbers dans les coulisses se ramènent dans l'arène pour arrêter les deux monstres. On a un mélange, c'est pas du tout du coup un mélange de heel et de face, hein. Il n'y a pas d'un côté les heel, d'un côté les face qui s'occupent de l'un ou l'autre, hein. C'est un gros pot pourri, comme on dit. Et puis Samoa Joe et Lesnar se quittent les yeux dans les yeux avec un regard entre haine et concentration. Et Lesnar a quelques marques rouges sur le visage, donc je pense que Joe a été un peu un brin stiff, ou alors il a dû se prendre quelque chose. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette séquence, mon cher Raph, qui donc doit nous faire monter la pression? Je sais pas trop en fait. D'un côté, je trouve que finalement ça marche pas mal d'avoir un Brock Lesnar qui, bon, quand il est pas là, c'est chiant, mais quand il est là, effectivement, il est vraiment toujours aussi impressionnant. Et puis Paul Heyman a fait une très bonne promo. Après, je trouve que c'est un peu facile le côté, c'est très visuel là, tout le monde qui vient les séparer, tout le roster quasiment. Mais je trouve que ça fait un peu artificiel. Je veux dire, il y a une semaine, il n'y avait même pas de feud. Ça arrive assez rapidement. C'est fait pour nous faire monter la sauce, comme tu l'as dit. Moi, je suis mitigé. J'ai trouvé que d'habitude, ça marche bien. Là, c'est très visuel, mais bon, c'est un peu facile. Je sais pas si tu es de mon avis. Il y a un manque. La semaine dernière, c'était très bien joué, mais il y a quand même un manque d'attaque personnelle en fait. Il y a un manque de haine finalement entre les deux, même si Samoa Joe a attaqué Heyman la semaine dernière. J'aurais bien aimé limite peut-être quelques mots de Lesnar, même si on sait qu'il parle quasiment jamais, mais j'aurais aimé quelques mots de Lesnar, histoire de dire par exemple que Heyman commence la promo et qu'au bout d'un moment Lesnar très énervé ils prennent le micro et ils disent Joe tu touches pas à mon avocat, etc. Tu touches pas
euh, à ma famille, non, pas à ma famille, mais bref, qui, voilà, que ça soit un peu plus personnel. Il y a ça comme souci, et puis l'autre deuxième souci, c'est que c'est quand même bis repetita de Lesnar Undertaker. Euh, Ouais. Puis c'est vrai que Lesnar, il est resté complètement dans un rôle très classique. Il était debout, effectivement, comme tu as dit, il dit rien, il sourit, il a même pas l'air spécialement en colère d'ailleurs. hmm, C'est juste The Beast, et puis l'autre, il pareil, vient hein, faire, Samoa Joe. ouais, il vient faire le Samoa Joe boulot. s'en Après, fout. Lesnar a jamais, enfin Lesnar, je sais pas si c'est parce qu'on lui demande pas ou parce qu'il veut pas le faire, mais Lesnar a jamais la tête du mec vraiment furax quoi. Ouais, Des moments, il essaie de faire un peu le mec furax, mais on n'a pas l'impression qu'il craque, on n'a pas l'impression qu'il pète vraiment un plomb, à part justement non. quand il commence à catcher quoi, quand il commence à donner des coups. Mais donc voilà. La séquence c'était pas mauvais. C'était court d'ailleurs. Pour un Mm. segment d'intro, c'était assez court. Donc voilà. De toute façon, ils ont 4 semaines à tenir, donc ouais, vont Oui, on a pas. le temps. Voilà. On est passé juste après à Elias Sanson, notre roi de la Sanson, justement, Oh, oh, qui dit, oh. qui dit au public, comme d'habitude, qui veut marcher avec Elias Ouais. et puis voilà, il commence sa chanson. Alors c'est son nouveau rituel. Maintenant, il fait une chanson par ville et à chaque fois, il les traite de grosses merdes où il dit que la ville elle est pourrie donc voilà là il dit un truc du genre Lafayette et la plus grosse blague de l'Amérique tout ça et puis ensuite il enchaîne dans sa chanson sur Dean Ambrose t'es voué à l'échec blablabla et puis bien sûr avant la fin de sa chanson on entend ce n'est pas une voiture de clown, c'est Dean Ambrose. Tu C'est le fais Dean très bien. Ambrose qui arrive. Donc voilà, il est pas content parce qu'on a dit son nom et puis que voilà, c'est tout. Donc du coup, il y a un match. Je vais raconter le match en même temps. Donc du coup, Samson contre Dean Ambrose, c'est Ambrose qui domine au début, il nous balance assez original et en même temps j'ai trouvé ça un peu ridicule, une spinning elbow, donc coup de retourné. Des petites chopes, hein, comme d'habitude de Ambrose. À un moment, il est stoppé par une grosse clothesline de Samson. Qui ensuite fait du trash talk et puis de l'étranglement à base de chinlock bien relou, le fameux truc du heal qui ralentit le match. Et puis on a des chants plutôt marrants qui commencent, qui font You can't wrestle, you can't sing, you can't sing. Enfin bref, tu ne sais pas catcher, tu ne sais pas chanter. Ambrose réussit néanmoins à porter Samson, donc du coup sortir de cette soumission et le plaquer sur le dos. Il balance une Fisherman Suplex sur Samson, compte de 2, Suicide Dive ensuite sur Samson vers la barricade. Samson plus tard qui tente une Superplex mais contré par Ambrose. Et à ce moment-là, Ambrose qui du coup était à deux doigts de conclure, eh bien il est distrait par le Miz qui arrive par derrière. Samson tente le roll-up, mais Ambrose s'en sort quand même. Et il enchaîne avec son petit rebond sur la corde, puis clothesline. Ensuite, Dean, au lieu de finir le match, eh ben, il va dehors et puis il va voir le Miz. Il va essayer de l'attaquer, mais bien sûr, il y a Maryse avec le Miz. Donc Maryse se protège, enfin, non, le Miz se protège avec Maryse plutôt. Mais Ambrose réussit finalement à choper le Miz et le balancer dans une barricade. Samson profite donc du coup du fait que Ambrose est un peu, enfin, il est un peu diverti par le Miz et donc Ambrose re-rentre dans le ring sans faire attention, mais Samson le récupère directement avec. Ah oui, non, c'est Ambrose qui est allongé, enfin qui est pas encore relevé quand il rentre dans le ring, et Samson qui lui fait une espèce de double genou, il saute sur sa nuque, ça paraissait un petit peu violent. Mm. Donc enchaînement avec un neckbreaker, victoire de Samson.
Et ma question, après toute cette séquence, c'est Samson, est-ce qu'il est toujours préservé? Est-ce que finalement, on n'aurait pas une petite porte d'ouverture pour un triple threat finalement pour la ceinture? Ou c'est juste pour l'occuper? Voilà. Mhm. Moi, je pense que c'est plutôt pour occuper. Je pense que Samson, là, dans l'histoire, il va servir à ce que le Miz garde sa ceinture, tout en faisant en sorte que la rivalité soit perdue par Ambrose sans que Ambrose soit trop père de clean, quoi. S'il va y avoir une distraction du drifter et le Miz va garder sa ceinture. Cela dit, moi, je trouve qu'il marche pas mal, Samson, et il me fait beaucoup, beaucoup penser à quelqu'un à qui il ressemble beaucoup, c'est Damien Sandow. Je sais pas si vous l'aviez dit, j'ai pas eu le temps malheureusement de vous écouter au précédent Non. podcast. Non, non, on Non? n'avait pas parlé de Ouais. Sendao. Je trouve qu'il ressemble un peu à Sando et que quand Sando était arrivé avec son personnage de sauveur des masses, il avait exactement la même. C'est-à-dire, c'est même plus des huées, c'est vraiment une bronca. Là, quand il joue, les gens veulent faire le plus de bruit possible. Et si à la WWE, comme on dit, toute réaction est une bonne réaction, là, il est parti pour marcher parce que les You Can Wrestle, les You Can Sing, c'est un heel qui fonctionne alors que sur le ring, il est pas très convaincant. Bon, après, commencer par une feud contre Dean Ambrose, c'était pas le meilleur moyen de voir ton niveau dans les cordes. Mais non, je pense pas que ça soit au point de le mettre dans le triple threat. Ça va être. Et d'ailleurs, tu disais Maryse accompagner bien sûr le Miz. C'est peut-être Mhm. pas si évident que ça hein, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière avec l'horloge familiale qui a été cassée. Mhm. Elle aurait pu ne pas être là. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce sera pas la dernière fois qu'on verra le Miz et Maryse dans la soirée, mais on en reparlera un peu plus tard. Je vais passer à cette séquence oubliée qui vous manque tous. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos audiences ne sont pas au mieux. Revenez nous voir, puisque nous avons ramené le Jobber's World. Le Ah, monde des le revoilà. jobbers. Le monde des jobbers. Des jobbers. Il est très petit ce Jobber's World cette semaine. On a Artruth et Goldust qui font de la merde comme d'habitude. Si vous avez vu la séquence de la semaine dernière, c'est la même chose. Si vous l'avez pas vu, la regardez pas. Apollo Crews contre Kalisto pour la deuxième fois. Kalisto qui au moins a un match par semaine, hein. Il a le droit de se faire battre par une personne différente chaque semaine. Victoire d'Apollo Crews. Mais la petite nouvelle de cette semaine, c'est que Ozawa rejoint Tozawa. Tozawa. J'ai fait une faute. Donc Tozawa, le cruiser, était déjà un petit peu teasé pour faire partie de la Titus Brand. Hein. Vous savez que Apollo Crews fait partie de la Titus Brand maintenant. Donc Tozawa qui était aux abords du ring, et il va venir célébrer de force cette victoire puisque Titus O'Neil le prend comme ça, il le porte jusque dans le ring et voilà, ils font une petite selfie ensemble. Donc sûrement un truc avec Tozawa et la Titus Brand et d'ailleurs on reparlera un petit peu de Tozawa plus tard parce qu'il y a du cruiser. Donc voilà, c'était tout pour le Jobbers World de la semaine, c'était tout court. À part si t'as un petit mot à dire, mais on va reparler des cruisers après. Oui, je pensais que tu allais rajouter un passage des cruisers là-dedans. Bon, bah, On c'est pas peut, grave. bah, On y revient. disons que dans ma fiche, dans mes notes, ce n'est pas directement là et je préfère ne pas me perdre, donc on va passer tout de Ok. suite au Miz, une nouvelle fois, qui va voir Kurt Angle et qui lui dit qu'il fait très mal son boulot, puisqu'il n'a pas puni Ambrose pour la semaine dernière, là, où Ambrose, je sais plus, était intervenu. Putain, je me souviens même plus, enfin bref. Bah, c'est qu'il avait la semaine dernière, Kurt Angle avait dit à Ambrose de rentrer chez lui, Oui, voilà, qu'il oui, prenait son day tout off. simplement, oui, c'était la séquence très drôle de la semaine dernière où Ambrose s'était foutu de la gueule du Miz avec un ours, enfin un mec habillé en ours. Du C'est coup, ça. le Miz croyait que c'était Ambrose. Après, il avait un gros cadeau, il croyait que c'était Ambrose. À chaque fois, c'était pas Ambrose. Finalement, Ambrose était un des techniciens, caméraman, enfin déguisé en technicien, caméraman. Donc voilà, et Angle, il lui dit je ferai rien à propos de Dean Ambrose, si tu as des problèmes à régler, tu les régleras tout seul. On verra un peu plus tard comment il va les régler. En coulisses, on a Cédric Alexander qui rejoint Noam Dar
dans les vestiaires pour lui dire qu'il a plus rien à faire d'Alicia Fox. On ne sait pas pourquoi il lui dit ça directement, mais en fait Noam Dar il est en FaceTime, vous savez la visiophonie sur smartphone avec Alicia Fox qui est en train de récupérer d'une blessure de la nuque. Donc voilà, Alicia elle arrête pas de lui gueuler dessus, de lui donner des conseils, des machins et des trucs. Et donc finalement, on devine que Noam Dar a un match contre Cédric Alexander, hein, parce que Alexander il dit ouais, bah, je vais régler ça une fois pour toutes, même si ça se base un peu sur rien cette séquence. Mais donc, le truc très drôle, par contre, enfin très drôle, très original dans cette séquence, c'est que quand donc Alexander arrive dans le ring, mais quand Noam Dar arrive dans le ring, il est toujours en FaceTime avec Alicia Fox, qui est donc du coup en direct sur le Titantron. Hein, on entend totalement la voix d'Alicia Fox dans les enceintes, tout ça. Donc du coup, on entend toute la discussion. Et puis elle lui gueule dessus en disant qu'au début elle veut pas qu'il fasse le match. Après elle dit oui mais attention, il est vachement traître, Alexander et machin et tout. Et puis au moment de commencer le match, Noam Dar il dit bon bah bébé, je te dis à plus quand même. Genre il est quand même bien saoulé, hein, Noam Dar là, il est à deux doigts de craquer. Et puis elle dit non, tu raccroches pas. Et du coup il fout le smartphone dans le coin du ring. Et puis elle continue à gueuler pendant le match qui dure environ 10 secondes. Puisque Noam Dar arrive vers Cédric Alexander qui lui met son finisher, le Lumberjack, et gagne donc du coup sur la foulée. Et juste après on a Alicia Fox qui continue à gueuler. Voilà, super, vive les cruisers. T'as un truc à rajouter? Donc toi, ça t'a fait rire. Alicia Fox m'a fait rire pendant quelques secondes. Oh putain, moi ça m'a saoulé, ouais, j'ai trouvé ça insupportable. Alors sur le concept, il aurait pu avoir une idée drôle, mais alors là c'était... elle disait rien, quoi, oui, elle a passé 5 minutes à faire une espèce de mégère insupportable, enfin c'était... Ouais, non, c'était pas terrible. Non mais par contre, enfin autant je disais ça m'a fait rire quelques secondes, autant je trouve ça pitoyable de faire ça avec les cruisers. Enfin Ouais. c'est pas intéressant, mais ça montre qu'il y a une... Il y a les cruisers qu'on prend au sérieux et il y a les cruisers jobbers Il y a les bons et les mauvais cruisers. et voilà. Et Alexander, pourtant c'est censé être un des meilleurs cruisers et c'est un cruiser jobber. Hmm. Enfin jobber, bon il a gagné mais il a gagné Ouais, mais on s'en fout. de façon comique quoi, on s'en fout. Donc voilà, bon allez. J'ai essayé de ramener un peu de positivité, ça va être dur parce qu'on va parler de Bray Wyatt. Ah, Donc Bray Wyatt, il est utilisé au début du show et puis voilà, il a apparemment une intervention, il a un monologue à nous sortir. Donc Bray Wyatt arrive, il nous annonce qu'il est le seul qui peut nous sauver, comme il l'a déjà dit les 2 dernières semaines, je pense. Et que ah oui non j'ai noté, mais en vrai il y a que le public de la WWE qui sauve Bray depuis des années vu qu'il a jamais eu de ceinture et quand il en a une ça dure un mois au maximum. Et donc, il vient encore faire une prêche sans aucun sens au début. Et puis, au bout de 1 minute 30, il décide de parler de Rollins. Il le traite de menteur. Il dit qu'il a fait du blasphème parce que donc Rollins avait traité vite fait dans les couloirs, enfin backstage, il avait traité Bray Wyatt de faux prophète. Enfin, pour l'insulte un peu pourri. Et donc forcément après ce speech qui appelle à la rivalité, Rollins il arrive. Il dit que Bray est donc intervenu la semaine dernière dans son match comme un lâche et que le fait que Bray Wyatt soit aussi énervé à propos d'une simple phrase disant qu'il était un faux prophète, ça montre quand même qu'il déstabilisait très facilement le Eater of Worlds et donc il le traite de lâche et puis Bray Wyatt il dit que Rollins c'est un homme enfin que Rollins est super prétentieux mais et qu'en même temps il se rend pas compte que c'est un homme en dessous de lui, enfin c'est nul.
C'est vraiment une séquence vraiment nulle. Wyatt dit que Seth a réussi à tuer un roi, donc en parlant de Triple H, mais il pourra pas tuer un dieu, parce qu'un dieu c'est éternel. Alors ça en fait il le dit juste Il le dit après. en deux Ouais fois. voilà, il le dit en deux fois, parce qu'il le dit une fois, et puis ensuite il disparaît, puis ensuite il arrive sur le Titan Throne, et puis il le redit, et puis Seth Rollins il fait genre comme un gamin effrayé, il tourne partout genre oh mon dieu, il est où? On se croirait dans Scooby-Doo. Euh, et voilà, c'est tout. Donc Rollins, Bray Wyatt, c'est la nouvelle rivalité écrite avec les pieds. On est content. Ouais. C'est dur, c'est dur. Je vous promets, auditeurs, il y a des meilleures séquences dans ce Raw. Il y a Ouais. des bonnes choses. Mais là, faut passer, voilà, Ouais. faut passer ces étapes-là avant. Ben, on ne sait pas trop quoi en foutre de ces deux-là. Moi, je croyais, par rapport à la semaine dernière, que Bray allait partir quand il avait cité tous les coupables de sa défaite Hmm. dans une série de matchs contre tous. En fait, il a perdu contre Reigns la semaine dernière. Je pensais qu'il allait. Perdre Mais contre tout le bon, monde, ouais. oui, je pensais qu'il allait perdre contre tout le monde, ce qui n'aurait pas été un meilleur choix. Donc là, il se focalise sur Rollins. Bon, Ouais, bah ils ont besoin d'occuper Rollins. Bray Wyatt, c'est la bonne poire. Donc, euh, donc voilà, ça aurait quand même pu être écrit un peu mieux, hein, c'est dingue. Bon, tant pis, désolé, Bray, hein, mais bon. On va passer donc revenir au Miz qui en coulisses va voir Heath Slater pour lui demander de le rejoindre dans sa cause contre Ambrose. C'était un peu flou comme prétexte, mais Heath Slater il comprend que genre le Miz voudrait peut-être créer une tag team. Alors il y a Rhino qui est juste à côté qui fait oh non, il a déjà un partenaire de tag team. Euh, et puis d'ailleurs puisque tu casses les couilles, et on va faire un match tag team ce soir. Donc le Rhino et Slater contre le Miz et tu trouves quelqu'un. Voilà. Beauty and the Man Beast pour les gens qui suivaient SmackDown quand ils étaient là-bas. Apparemment ils ont perdu leur nom de tag team. Donc pour ce qu'on les voit, oui. et on va passer tout de suite justement au match Beauty and the Man Beast contre le Miz et un ours. Et oui, c'est l'ours de la semaine dernière, hein, l'homme déguisé en ours qui était à la célébration du Miz, qui revient sur un tricycle pour enfants, sur une musique Pour enfants. de camion de glace, ouais. Mm. Et donc on se dit bon c'est une blague, ça va être une intervention directe de Ambrose. Et puis finalement l'arbitre décide de sonner la cloche, ce qui est très très étrange. Donc la cloche sonne et puis mise direct on voit que il croit que c'est Dean Ambrose qui est super méfiant. Il dit donc Slater au début il essaie d'attaquer un petit peu par surprise mais après les choses se calment. Il essaie d'expliquer à Slater non mais tu vois il y a Dean Ambrose là juste là je vais me faire niquer vas-y aide-moi on l'élimine quoi après on fera un match. Enfin bref on peut s'imaginer qu'il a dit un truc comme ça et Slater accepte pas hein, donc du coup ça commence quand même à se battre Miz contre Slater. Euh, et puis voilà, on a un match que je vous raconterai pas parce que c'était un peu relou. Il y a Michael Cole qui dit The match is unbearable, hein, super jeu de mots. Le bear tente une bear hug aussi. Euh, à un moment, il tag le Miz. Et en fait, le Miz, il est pas d'accord. Donc du coup, le Miz contre l'ours, ça dure pendant une petite minute jusqu'à ce qu'ils réussissent à enlever le costume, enfin du moins la tête de l'ours, pour voir que ce n'est pas Dean Ambrose, c'est une nouvelle fois un inconnu, Mais pas le même. mais pas le même. Et donc voilà, un peu plus tard, donc t'as l'ours qui revient dans le ring et il a sa tête d'ours, donc on devine tous que c'est Dean Ambrose. Et puis donc cet ours, il fait un Dirty Deeds à Slater. Et puis ensuite, il va attaquer le Miz percute Maryse qui se blesse. Et au moment où le Miz est complètement traumatisé d'avoir touché Maryse,
Dean Ambrose fait ce qu'il fait depuis des semaines, c'est-à-dire récupérer le Miz qui est distrait pour lui mettre un Dirty Deeds, mais cette fois, il place Heath Slater sur le Miz pour le tomber. Et voilà. Hmm. Euh, Que dire? Ouais. Que dire? Que dire? Euh, Ah, ils sont en train de la pourrir cette rivalité. Je comprends pas comment ça a commencé aussi bien et ça commence. En fait, c'est un petit peu comme. On a l'impression que c'est graduel. Genre la semaine dernière, ils ont fait un truc qui était un petit peu, comme disent les Américains, un peu goofy, mais vachement bien écrit. Euh, et ils se sont dit, tiens, ça marche, et bah on va se permettre la même chose, mais encore plus grossier. Et ça, oui, et ça peut durer. et non, justement, ça marchait la semaine dernière parce que c'était pas trop grossier, c'était drôle, c'était absurde, mais c'était pas pampan cucu, quoi. Oui, oui. Euh, Non, mais je veux dire, ils sont capables de nous le faire encore une semaine ou deux, quoi. Enfin, je suis pas sûr. Bon, maintenant, l'ours, c'est bon, on a compris, mais ça m'a rappelé un peu le lapin de. Comment il s'appelait déjà? Adam Rose, là. Adam Rose, Qui oui, avait son lapin, son bunny, là. oui, je vois les, merde, Les, je sais plus, c'est son, ouais, l'Exotic Express. l'Exotic Express, voilà. Les Rosebuds. Les Rosebuds, exactement, bah voilà. Ouais, ça t'a rappelé les Rosebuds, bah oui, bah, ça rappelle les pires heures de notre histoire. Euh, donc voilà, je pense pas qu'on peut s'attarder vraiment là-dessus. Non. Faut espérer qu'ils rattrapent le coup sur les dernières semaines et qu'ils arrêtent les bêtises. Euh, Allez, on Bah, va en passer à un plus, segment que j'ai un peu. À part si t'as un dernier truc à dire? ouais, juste un dernier truc à dire. Moi, ils teasent un peu une séparation Miz-Maryse qui me ferait chier, moi, quand même. Je trouve qu'il y a encore des choses à écrire avec cela, et je sais pas si c'est ce qui est prévu, mais ça sent mauvais. Ouais, c'est pas faux. L'embêtant, c'est que si tu sépares Miz Maryse, c'est juste tu fais disparaître Maryse. Enfin, Oui. Maryse, elle sera plus là, quoi. Il y a pas de. Ouais. Je vois pas d'autre option pour Maryse que d'être avec le Miz. Oui. Pas catché à. Enfin, je dis à son âge, elle est pas vieille, mais je l'imagine pas reprendre le catch. Non. Donc oui, c'est vrai que ce serait dommage. Après, il faut quand même. Enfin. Tant qu'ils font que du tease comme ça et que finalement ils se rabibochent, moi ça me va parce que en même temps il faut quand même de la dynamique quoi. Ils peuvent pas non plus s'entendre parfaitement tout le temps. Oui. Euh, Mhm. donc voilà, bon, on verra. Donc voilà, une meilleure séquence. Je vous promets une meilleure séquence, les auditeurs, Ah. même si tout le monde ne sera pas d'accord. Mais c'est Alexa Bliss qui arrive pour faire une promo dans le ring. Donc Alexa Bliss qui la semaine dernière a été obligée de remettre en jeu sa ceinture contre Nia Jax parce qu'elle avait promis à Nia Jax et puis bon Kurt Angle il a arrangé le truc et tout ça. Et puis donc elle raconte un peu les derniers épisodes ces dernières semaines et elle dit que ce soir elle n'a pas de match donc elle est peinard et tout ça donc elle commence à sortir son speech je suis la meilleure et tout ça. Et c'est Nia Jax qui arrive bien sûr parce que la semaine dernière elle s'est fait un peu voler son match Nia Jax. C'est-à-dire que Alexa Bliss en fait a fait exprès de se faire disqualifier en cherchant l'embrouille avec Mickie James et Dana Brooke aux abords du ring. Et elle s'est fait frapper par Mickie James donc disqualification. Et donc Nia Jax se plaint qu'Alexa vienne de dire là juste dans sa promo là que on l'a forcé à avoir un match contre Nia Jax alors que Jax elle considérait que Alexa c'était limite une amie et que donc du coup elle respectait et puis que elle pensait vraiment qu'elle méritait sa chance. Et donc Alexa elle essaie un peu de monter la tête de Nia Jax contre Mickie James et Dana Brooke. Elle dit ouais, de toute façon c'est de la faute des autres. C'est elles qui sont venues au match pour faire qu'il y ait une disqualification, pour nous gâcher notre moment, parce que nous on est les deux meilleurs et tout ça. Il y a Mickie James bien sûr qui arrive. Elle traite Alexa de Little Dwarf, donc petit nain. Et elle rappelle qu'elle est 6 fois championne féminine, donc faudrait qu'elle arrête de la ramener Alexa juste parce que elle vient d'être championne pour une deuxième fois dans la WWE. Euh,
Et les deux copines rappellent donc qu'Alexa a essayé de former une alliance la semaine dernière contre Nia Jax, hein. Elle avait bien dit c'est notre problème Nia Jax dans les vestiaires. Et Bliss répond en balançant quelques plutôt sympathiques vannes sur Mickey James, comme quoi bah, c'est une vieille has-been qui essaie de s'accrocher au spotlight et de toute façon elle est enfin bref, elle est vieille, elle commence à perdre la vue, tout ça. Enfin, elle lui balance quelques vannes. Et au milieu de ces vannes, et ben, c'est Emma qui arrive. Et oui, c'est le retour. C'est le retour de Madame Aviator, Emma Delis. Et elle dit que donc elle est de retour et puis qu'elle veut carrément direct. Enfin, elle sous-entend qu'elle veut direct une tentative, enfin une Title opportunité, shot. un title shot. Oui, j'ai essayé de le traduire en français, mais à chaque fois. Donc, Alexa Bliss dit que ça prouve encore ce qu'elle disait juste avant, c'est-à-dire que toutes les meufs veulent un title shot gratuitement, elles respectent pas Nia Jax et tout. Et là, c'est Sasha Banks qui arrive. Et elle dit ouais non mais c'est vachement bien, j'aime bien l'ambiance où tout le monde veut se battre et tout. Et puis elle arrive à Alexa Bliss et fait ah je sais que t'aimes bien fêter toutes tes victoires. Alors je vais te montrer comment on fait la fête. Et, euh, et elle lui fout une mandale et là c'est la grosse bataille. Tout le monde se fout sur la gueule. Juste après on a eu un six-woman tag team match avec les heels d'un côté Emma, Naya et Alexa contre Dana Brooke, Mickey James, Alicia Fox, Non, Sasha non, non. Banks, Sasha Banks. Donc Brooke, James et Banks. On a eu quelques duels sympathiques. Le vintage Emma contre Dana. On a eu Emma qui se retrouvait en difficulté contre Sasha Banks. Euh, et, euh, et à ce moment-là, en fait, bah, c'est Emma réussit à sortir, oui, du bank statement. Elle tente de taguer, mais en fait, Alexa Bliss et Nia Jax, elles refusent. D'ailleurs, Alexa Bliss elle commence à se barrer du match. Nia Jax, elle se décide à intervenir juste après, mais elle se prend quelques pains de l'équipe adverse et elle se retrouve à l'extérieur. Et là, elle se prend une Mickey James dans la gueule, hein, Mickey James qui saute de la troisième corde sur Nia Jax. Et pendant ce temps-là, Sasha Banks tente une deuxième fois son bank statement sur Emma, qui passe cette fois-ci victoire des Face. Et j'allais dire, quand je parlais des équipes, que on a donc du coup clarification, Dana Brooke et Mickey James sont des Face. Euh, Hmm. c'est un peu un truc sur lequel on avait des doutes quand même, je pense. Ouais, bah moi j'ai un certain doute sur la pertinence du truc. Non, visiblement tu as bien aimé ce segment. C'était un peu, moi j'ai trouvé que c'était un peu le Ouais, foutoir. moi, j'ai bien aimé le segment dans le ring en fait j'ai trouvé mais en fait c'est peut-être pas tant le segment mais j'ai bien aimé que qu'il y ait tout le monde alors que qu'on montre un petit peu que la division féminine Arrow bah, c'est un peu plus ouais que de meufs et aussi que finalement en fait là on met un peu tout le monde on ouvre les opportunités pour tout le monde, tout ça, et même s'il n'y a pas il y a pas d'avancement, on sait pas où ça va aller. Après le match, enfin, c'était pas vraiment un match, mais je sais pas, bizarrement, j'ai bien aimé le segment et je trouvais qu'Alexa Bliss était vraiment bien dans ce segment. Euh, Ah, Alexa Bliss, elle est très bien, mais moi j'ai un gros problème avec les alignements et je vois pas trop, enfin, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et là la façon dont Dana Brooke et Mickey James elles arrivent, la façon dont elles parlent, je les trouve pas du tout face. Emma, à l'inverse, je trouve qu'elle est, bon, elle joue la méchante, mais elle a plutôt une pop et on a plutôt envie de la soutenir. Donc elle fait quand même un retour, bon, un mini retour. Elle était pas là depuis 2 3 mois. C'est elle qui se prend la soumission finale. Non, c'est un peu, c'est pas, je trouve que c'est pas tout le monde est pas tout à fait bien à sa place là, même si tout le monde est là. ouais, c'est pas, non mais c'est pas faux. Il y a après, euh, je suis pas contre, je suis pas contre le fait qu'il y ait des faces qui aient des tendances un peu jalousie, etc. quoi. Euh, Mhm. limite, enfin, c'est pas que c'est aussi bien écrit que ça, mais limite, je trouve ça mieux que avoir des faces juste un peu neuneux comme l'était comment?
Bailey? l'association. Non, mais même quand on a eu le début de la soi-disant révolution féminine, où on avait. Merde, ah là, comment j'arrive plus à me souvenir. On avait Page? Non? Page, oui, voilà. PCB là. Ah oui. PCB. Voilà. Donc du coup, PCB qui était vraiment un truc neuneux au départ, et c'était vraiment genre une bonne de filles face qui ont pas grand chose à dire. Mm. Euh, donc voilà, bon, on va voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, cette séquence était, je pense que tu seras d'accord, mieux que la séquence que je vais vous présenter, puisque c'est l'interview de Bailey Ah oui. par Corey Graves. Donc Vas-y donc. Bailey qui est en arrêt maladie, qui est en arrêt blessure depuis sa défaite lamentable à Extreme Rules contre Alexa Bliss, hein, limite un squash match, hein, il faut battre je crois en 4 minutes, un truc comme ça. Euh, et puis voilà, on n'avait pas vraiment de nouvelles depuis. Et là, donc du coup, Corey Graves en interview, c'est un peu interview confession. Et Corey Graves, il lui dit, bah écoutez, tout le monde, enfin, une bonne partie du public et même moi questionnait le fait que vous arriviez à, à devenir extrême dans ce match et à vraiment faire parler la violence parce que voilà, c'était un match au kendo stick. Et puis finalement, bah, ça s'est vérifié. Alors quelle est ta conclusion, Bailey et tout ça? Et Bailey a dit, ouais, j'avais jamais fait un match aussi violent de ma vie. Bon, c'est pas vraiment. Enfin, si on voit ces matchs d'NXT, on a déjà vu des trucs plus violents quand même. Oui. Mais donc du coup, j'avais jamais fait un match aussi violent de ma vie. Et au moment où j'ai eu le kendo, bah, j'ai pas pu parce que moi, mon truc, c'est pas d'infliger la douleur aux gens, c'est de faire sourire les gens. Je veux pas changer juste pour faire plaisir. Je veux juste continuer à être moi-même et reprendre la ceinture, mais à ma façon. Donc voilà, en clair, elle explique que elle fera jamais de match extrême de toute sa vie et elle n'utilisera jamais enfin, de, de trucs qui disqualifient, tu vois, des marteaux ou de quoi que ce soit. Elle veut faire des hugs, quoi. Et donc du coup, à la fin, elle dit à Corey, bah, est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Est-ce que je peux te faire un hug? Et puis Corey Graves, ça le fait chier. Et puis il fait bon, d'accord. Et puis juste après, elle fait, c'était agréable, non? Et puis lui, il fait, j'ai besoin d'une clope. Voilà. C'était le seul moment agréable, on va dire, de la séquence, c'est quand Corey Graves lui répond, j'ai besoin d'une clope. Genre, je suis dégoûté. Mm. C'est catastrophique. Arrêtez. Enfin, Ouais, ben, vas-y, Raph, mais. non, non, mais ça, c'est un beau cas d'école, hein, comment un personnage pouvait si bien marcher à NXT sur tous les niveaux, et là, Bailey, il nous la salope complètement, c'est-à-dire qu'ils nous l'ont rogné les bords à la tronçonneuse, c'est complètement caricatural, c'est neuneux, ça tourne en boucle, parce que bon, ce qu'elle nous a dit là, elle nous l'a dit 1000 fois, quoi. Et je veux être là, et je marquais dans mon cahier quand j'ai commencé à m'entraîner, je veux être la meilleure, et aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans après, je veux toujours être la meilleure. Bon, bah, faut arrêter. Je pense que là, à moins de s'adresser à des très jeunes enfants, elle commence à saouler tout le monde. Alors peut-être que là, il va nous faire une petite pause de quelques semaines qui serait pas plus mal pour repenser un peu le personnage. Mais je vois pas trop, on verra ce qu'ils nous en font, mais il est temps que ça s'arrête, effectivement. Ouais, c'est compliqué parce que là ils sont vraiment en train de l'enterrer le personnage et la seule manière, seule façon de déterrer le personnage, c'est que ils décident. La seule porte de sortie que je vois en fait, c'est qu'ils ont décidé de changer sa personnalité et que là ils sont en train de l'enterrer à fond et que elle va à un moment va y avoir un déclic. Ça veut pas dire qu'elle va avoir un heel turn, mais je pense qu'il va y avoir un déclic en fait. Va y avoir un truc où elle va changer de personnage, peut-être. Ce qui serait du gâchis, mais ils ont pas compris. Ils ont pas compris pourquoi elle était populaire en fait. Ouais, Ils ont pas compris que Bailey elle est pas populaire uniquement parce qu'elle est gentille et parce qu'elle a un gimmick de de câlin, oui. ouais voilà de sincérité et tout ça. Elle est populaire parce que elle est gentille et tout,
mais dans le ring, elle peut être spectaculaire, elle peut être un peu violente, euh, et, euh, et finalement c'est ça en fait, c'est tout le charme du personnage, c'est qu'il y a la dualité de la fille toute tendre en extérieur, mais dans le ring elle peut être violente. Ouais, il y a ça, et puis il y a le fait qu'à NXT, elle a été quand même dans une construction plus longue, avec un statut d'underdog qui arrive pas, qui met du temps, qui est challenger, alors que là, elle a été championne très vite, elle a été mauvaise championne. Enfin, voilà quoi. Ouais, ouais, et ils auraient dû peut-être juste raconter la même histoire, hein, quitte à frustrer les gens qui ont regardé NXT, mais juste raconter la même histoire de la fille qui se fait Mm. battre semaine après semaine, ou qui a deux doigts de gagner, voilà, et on n'y croit pas, l'underdog, comme on dit, parce que on lui a livré un peu la ceinture sur un plateau, quoi, Bailey, hein. Donc, Ouais, bah, elle a battu Charlotte très vite, quoi. ouais. Sachant que Charlotte, dans l'imaginaire des gens qui regardent la WWE régulièrement, Charlotte, elle est dans le ring incroyable de violence, de risque, d'athlétisme. Même si Bailey peut faire des très bons matchs, euh, c'était pas crédible qu'elle batte Charlotte aussi rapidement. Donc voilà, il y a un souci là-dessus. On espère que va y avoir Et il y a plein ouais, de soucis. Et un j'espère qu'un jour, on parlera changement. peut-être quand même du Bailey to Bailey suplex, qui est quand même un finisher pourri. Je trouve. Ouais, mais là, on devient trop négatif. Oui, Oh. trop dans le détail, allez, passons, passons. Alors, on a Mm. eu aussi Neville contre Rich Swann. Swann se prend très rapidement, au bout de 2 minutes, il se prend un ring of Saturn, hein, donc la soumission fatale de Neville. Il tombe dans les pommes et Neville cite ses derniers adversaires. Il dit Austin Harris, Rich Swann, TJP, sortez de mon ring. Et donc du coup il dégage Swan du ring, histoire de dire personne n'est à ma hauteur. Mais à la fin, il désigne tout de même son prochain adversaire. Il dit ouais, j'ai vu les tweets de la Titus Brand, Akira Tozawa, hein, si tu veux te mesurer au Neville level, viens prendre ta raclée. Donc voilà, on a déjà un petit peu le programme pour Neville pour les semaines prochaines. Sûrement un Neville Akira Tozawa à grosse couille de feu. Euh, du coup, ça sera dans quelques semaines. On a eu aussi une petite séquence. Big Cass se casse la gueule. C'est la séquence rituelle depuis. Ça fait 3 semaines, ouais. non 2 semaines parce qu'avant c'était Enzo, je crois. Oui, Euh, ça reste un peu dans la même idée. voilà. Donc il s'est pris une nouvelle tollée dans les coulisses, il sait pas qui l'a attaqué. Et puis cette fois-ci, Enzo et Cass, ils ont un match contre Gallows et Anderson et puis ils annulent pas, hein. Enzo et Cass, ils arrivent bien au moment où leur musique sonne. Et par contre, ils perdent très très rapidement, hein. Ils se prennent, enfin c'est Enzo qui se prend un Magic Killer, hein, après environ 2 minutes 30 de match, un truc comme ça. Et là, Gallows et Anderson, ils ont envie de faire continuer le plaisir, alors ils reprennent Enzo sur leurs épaules, mais à ce moment-là, c'est le Big Chauve, c'est le gros chauve qui arrive pour les sauver. Et Enzo, après le match, dit merci Big Chauve, hein, comme la semaine dernière, hein, tu m'as bien sauvé, c'est bien cool. Bon, Big Cass, au moment de la célébration là, du match, j'ai oublié de le dire, mais il était bien vénère de voir le Big Chauve, hein, parce que ça fait 2 semaines que le Big Show est là, pile au moment où Cass vient de se prendre un coup dans la gueule, donc on sent un petit peu la tension. Et bref, Enzo après le match, il dit au Big Show ouais c'est cool tu m'as sauvé et tout ça, mais ça fait quand même 2 semaines que tu me sauves, pile au moment où Cass se fait attaquer, donc vas-y, tu peux me dire si c'est toi et tout. Et Big Show il s'énerve et puis il dit ouais de toute façon tu sais pourquoi Big Cass il se prend des maraves en coulisses, et c'est simplement parce qu'il est soft. S-A-W-T et W-F-T. Je sais même plus l'écrire. Donc du coup, voilà. On n'a pas vraiment d'avancement là-dessus. Mm. Une Bah, idée? ouais, non, bah, je sais pas. Oui, non, je sais pas trop quoi dire. Déjà, je suis pas trop fan de l'idée que Big Cass et Enzo se séparent, donc à voir comment ils vont gérer ça.
Je continue à trouver ça complètement con. Enfin, bon, les catcheurs sont des débiles, on le sait. Mais ça fait quand même 4 semaines que il y a un des deux qui se promène dans les vestiaires tout seul, qui se met bien dos à des poteaux et qui bizarrement se fait tabasser. Enfin voilà quoi. Elle reste pas tout seul, mec, quand t'es menacé. Bon, on dirait dans les films d'horreur, les mecs qui se font tuer parce qu'ils passent par la porte. Bon, on a encore vu, tu l'as pas précisé, mais The Revival passer très discrètement à un moment Ah donné oui. derrière. Donc ils nous teasent, voilà. Enfin, il y a plusieurs pistes. Alors je sais pas si c'est le Big Show, je sais pas si c'est The Revival. J'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre, quelque chose qui sort du lot et que Hornswoggle. ouais peut-être, je sais pas. Mais il y a pas. Hornswoggle. Qui sont les mecs qui pourraient être. Non, mais on va pas chercher ça, mais ouais, c'est un peu ça fait très ce qu'ils pourraient faire pour les filles, mais chez les garçons, quoi. On est jaloux parce qu'on se vole le copain de la tag team, tout ça. Hmm. Bon, après, est-ce que ces mecs-là méritent mieux que ce soit le Big Show en fin de carrière Ouais. ou les Soft? Bon, et puis il y a Gallows et Anderson qui transpirent pas trop, qui sont là, qui disent nerds, comme ça, Hmm. une fois sur deux. Bon, Ça allez, temporise. on va passer on va passer au main event. Donc le main Ah, event de la soirée que je ne vous ai pas annoncé pour l'instant, c'est Sheamus et Cesaro contre les Hardys. Et donc c'est un match 2 out of 3 falls. Donc du coup c'est la première équipe qui fait les 2 premiers tombés. Un match pour la ceinture. N'oubliez pas que donc la semaine dernière, qu'est-ce que je dis la semaine dernière? À Extreme Rules, les Hardys ont perdu leur ceinture. Si je ne me trompe pas, c'était à Extreme Rules. oui, c'est ça, Oh Extreme putain, Rules. j'avais un de ces doutes parce que j'ai l'impression qu'ils font des matchs, ils font des matchs pour la ceinture toutes les semaines avec les tag teams. Je suis perdu aujourd'hui. Je suis désolé pour les auditeurs. Donc les les Cesaro, eh bien c'est eux qui réussissent à faire le premier tombé quand Cesaro attaque Matt à l'extérieur et Sheamus en profite pour faire un tombé sur Jeff. À un moment, Matt Hardy fait un truc assez original où il écrase la tête de Cesaro sur chaque corde. Hein. Il commence par la corde du haut et puis ensuite il descend au fur et à mesure. Et puis ensuite il part en arrière et puis il fait son célèbre delete. Alors on l'a bien entendu, hein, il a bien gueulé delete. Et donc il fait une espèce d'attaque chargée, fonce sur Cesaro. Ensuite, donc du coup, Matt il s'occupe un peu de Sheamus dehors. Jeff. Euh, oui, non, c'est Jeff qui s'occupe de Sheamus dehors. Oui. Et puis, mais Matt par contre met bien un Twist of Fate, je crois, à Sheamus pour le tomber. Non, c'est Cesaro, je crois. C'est c'est un débat. C'est un débat, on est totalement précis, mais je suis quasiment sûr que c'est chez Muse. Mais bref, le premier tombé, on va dire, pour les Hardys, donc c'est un partout. Jeff Hardy, ensuite, s'en prend vraiment plein la gueule hein, de Sheamus et Cesaro. À un moment, il y a une belle combinaison où Sheamus le balance sur la troisième corde, et juste avant le rebond, et bah, t'as Cesaro qui arrive. Donc qui est à l'extérieur du ring et qui saute pour lui balancer un bon vieil uppercut. Mais Jeff, un peu plus tard, réussit à se récupérer et offre une Swanton Bomb à Sheamus. Hein, juste avant le tomber, bah, c'est Cesaro qui tire le rouquin du ring. Puis ensuite, ça commence à se battre à l'extérieur. Jeff saute sur Cesaro, donc du coup il saute du ring sur Cesaro. Il y a une grosse baston où tout le monde s'en fout partout. Cesaro contre Jeff, Matt contre Sheamus, se balance dans les barricades, dans les poteaux, tout ça. Et puis bah, on se rend vite compte que le temps tourne et puis l'arbitre il siffle le compte à l'extérieur, enfin le décompte à l'extérieur. Les deux équipes sont disqualifiées. Donc voilà. On n'aura pas de vainqueur pour ce main event. Qu'est-ce que tu as pensé du match et du résultat? Je pense qu'il faut départager les deux parce que j'ai bien aimé le match. Euh, Le match est pas mal, même si les Hardy, c'est pareil, depuis qu'ils sont là, c'est assez brouillon. Enfin, je trouve que c'est comme ils ont pas du tout la condition physique, ils ont pas la force, la musculature et tout qu'ont les deux autres. Donc, c'est beaucoup
c'est dans l'organique, c'est dans le réflexe de survie, ça se tire, ça saute, ça donne des coups. C'était pas mal et les deux jeunes sont quand même de très bons adversaires, hein. Donc le match n'était pas désagréable, c'était très très intéressant d'avoir mis ça en main event. Et moi, par contre, justement, sur le résultat, j'étais allait se passer autre chose. Je ne sais pas si toi, tu as eu le même pressentiment. J'ai vu que c'était en main event. Mhm. J'ai vu Jeff Hardy encaisser le premier tombé. J'ai vu Matt réussir à faire l'égalité. Moi, j'étais persuadé qu'on allait avoir une victoire finale de Cesaro et Mhm. que Matt Hardy allait ensuite se retourner violemment contre son frère sur l'angle de c'est toi qui nous as fait perdre, etc. Et qu'on allait en finir un peu avec cette feud entre les vieux et les Européens. Et là, finalement, ça se prolonge. Ça va sûrement avoir, je sais pas si on va encore avoir un match à grosse boule de feu ou si on va avoir un match la semaine prochaine, je ne sais pas. Mais Je m'attendais pas à ce final. je suis en train de me demander, c'est vrai que là-dessus, je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de garder de côté cette dissension qui doit apparaître. Ils gardent de côté peut-être parce qu'ils n'ont pas encore les fameux droits pour utiliser la gimmick de Broken Broken Matt. Matt. Donc peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'ils gardent de côté. Vu comme ils sont en train de faire durer la chose, ça m'étonnerait pas qu'on ait la revanche au pay-per-view. Mhm. Donc voilà, qu'on ait la revanche au pay-per-view, que Sheamus Cesaro gagne au pay-per-view et que au pay-per-view il y ait cette dissension dans les Hardys. Donc voilà, ça serait intéressant. Mais Mais comment la WWE gère le truc? Parce que Jeff Hardy, il a un niveau de popularité extraordinaire. mhm. Et, euh, et, et Broken Matt, ça serait chaud de d'en faire un heel, parce que c'était un heel à l'origine, mais c'est maintenant un personnage tellement internationalement connu, même des publics Oui, WWE qui n'ont mais pas trop suivi la oui, mais TNA. justement, Jeff Hardy reste quand même le mec le plus populaire des deux. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, si tu mets Jeff Hardy, je pense que si on fait Broken Matt, ils feront pas Brother Nero en fait. Ils feront pas Jeff Hardy en mode esclavage, en mode zombie, tout ça. Je pense qu'ils vont le mettre justement en gentil. Euh, peut-être. Peut-être que ouais, il changera de costume ou quoi que ce soit, mais je vois pas Jeff Hardy partir en mode heel ou partir même dans le Non. même trip que Broken Matt Hardy. Mais ouais, Broken Matt. Après, ouais, c'est à eux de voir comment ça va marcher. Après, c'est vrai que ça fait un peu rapide, mais comme les mecs sont pas tout jeunes, on va pas attendre un an Non, non, c'est sûr. avant de Là, faire ça. Euh, et donc est-ce que toi, t'es comme moi, t'as senti des petites dissensions ou j'ai Je sais halluciné? pas, ouais, non, j'ai pas vraiment fait attention à ça dans le match. J'ai, euh, Moi, j'ai surtout senti, enfin, ce qui m'a marqué dans ce match-là, c'est surtout que Sheamus et Cesaro, ils ont fait un match encore plus heal que d'habitude. Où là, Hmm. vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'interventions. Euh, je trouve toujours que ça leur va pas, mais, Moi aussi. euh, mais bon, Mais c'est des grands professionnels. c'est logique, voilà. Au moins c'est logique, au moins c'est des vrais heals qui font des saloperies à l'extérieur du ring et tout ça. Euh, et c'est pas juste des gars qui font des promos toutes pourries sur une barre de fer, là, on est la barre, blablabla. Ça c'était c'était C'est vraiment nul. très nul. On est d'accord. Euh, donc voilà, un bon match pour finir. Par contre, un finish qu'on n'a pas vraiment envie de voir en main event, hein, les disqualifications. À part si vous nous montrez deux mecs qui se foutent un match monstrueux de, je sais pas moi, de 15-20 minutes et que à la fin, juste parce que la violence est telle, il y a une disqualification à la limite. Mais là, pour le coup, je pense pas que ça méritait une. Ouais, voilà, c'est pas un match qui méritait une disqualification dans le sens où c'est quand même Mais deux équipes qui sont plutôt. Ils sont costauds, mais ils restent quand même assez techniques et c'est pas un match de grosse brute, quoi. en Euh, soi, c'est pas une disqualification, c'est double décompte à l'extérieur, donc oui, c'est un enfin, peu différent. c'est Moi, oui, mais c'est je sais double pas si DQ c'est. quand même. Enfin, Ouais, c'est juste que cette fois-ci, il y a personne. Enfin, les deux sont en tort. ouais, c'est ça. Mais ça m'a fait penser beaucoup à la fin de la fameuse
de la fameuse feud à 7 matchs entre justement Cesaro et Sheamus l'année dernière. Je sais pas si c'est un vague clin d'œil ou si c'est une redite. Mhm. J'ai- Bon, c'est pas pareil, mais un peu. Enfin bref, on va passer au mot de la fin. Le mot de la Oui, fin, comme d'habitude, eh bien c'est un flop, un top et une note. Donc je vais te laisser commencer, mon cher Raphaël. Quel est ton flop, ton top et ta note pour ce Raw? mon flop très facile et je l'ai déjà dit, c'est les alignements chez les filles. Pour moi, c'est pas très clair du tout et il a fallu que je comprenne un peu qui tag qui pour voir que effectivement certaines étaient gentilles, d'autres étaient méchantes. C'est pas très clair et c'est pas très opportun, je trouve. Donc bon. Le top, le top, le top. Bonne question, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de segments cette semaine. Et qu'est-ce qui m'a le plus plu? Ah bah ouais, je dirais peut-être faudrait que je me refasse toutes les séquences, mais je pense que le main event était cool quand même, et ouais, je vais mettre le top à Sheamus et Cesaro, qui sont, D'accord. euh, qui sont très propres. Et une note, moi je mets ouais, 2,5 sur 5 parce que je me rends compte en plus là en l'analysant qu'il y a eu plein plein de séquences et plein plein de courtes séquences qui Mhm. auraient pu être mieux écrites et on aurait pu épurer un Voilà. peu entre tous les trucs cruisers, tous les trucs jobbers, voilà Voilà, quoi. et c'est vrai qu'il y avait énormément de séquences séparées, de petites interviews, etc. Et donc du coup, j'ai pas cité aussi une petite interview de Samoa Joe qui était pas très importante un peu plus tard où voilà, il rappelait le classique sur Brock Lesnar, qu'il a pas peur et Oui, tout ça quoi. et Euh, notons qu'on n'a pas du tout eu d'évocation des fameux textos là, de Corey Graves et Kurt Angle, oui donc ça voilà, au moins c'est sur pause. on a eu aussi une petite évocation du Miz qui disait que Kurt Angle était plus occupé à résoudre ses problèmes, mais Oui, c'était vraiment pas grand-chose. Bah, moi, je vais mettre en flop, en gros flop, bah, la séquence Noam Dar. Mais surtout, en fait, gros flop, c'est pour Cedric Alexander que je pense mérite beaucoup mieux que ce genre de séquence. Donc voilà, ça a duré assez longtemps. Noam Dar, Alicia Fox, la blague de Alicia Fuck, tout ça, quoi. Arrêtez, arrêtez avec ça. Faites quelque chose d'autre. Et puis, dans mon top, c'est même si c'était pas une séquence parfaite, c'est le retour des femmes, enfin de toute la division féminine dans le ring, même si voilà, c'est pas superbement écrit, etc. Limite, je donnerais mon top à Sasha Banks qui n'a pas utilisé son accent de merde. Je l'ai pas précisé ça. c'est Euh, vrai, c'était la meilleure de toutes peut-être. Non pas C'était avec Alexa, mais bon quand même. Ouais. Mais voilà, Sasha Banks, bon, elle parlait pendant 30 secondes, mais elle a pas utilisé son espèce d'accent 1 qui est insupportable et que j'ai déjà imité dans ce podcast. Donc voilà, c'était le top. Monsieur le main event était vraiment bien. Par contre, moi je vais être un peu plus sévère sur ce Raw, même si j'ai dit qu'il y avait des bons moments. En fait, il y en avait eu, allez, deux ou trois, et il y avait énormément de moments inutiles. On n'a même pas cité Samoa Joe, Brock Lesnar comme meilleur moment. Parce que finalement c'était peut-être un peu trop téléphoné. Donc moi je vais mettre un 2. Je vais mettre un 2 sur 5 sur ce Raw. Donc voilà, un Raw vraiment pas terrible. Un petit peu un Raw de transition pour faire passer un peu le temps parce qu'il nous reste encore 3 semaines au moins jusqu'au pay-per-view. Ouais, c'est dans longtemps et ouais, 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 comme tu dis. Ah si, et puis alors je sais pas, oui, il y a eu plein plein de trucs, d'interviews, d'annonces. Je sais pas si tu as vu, il est passé un message comme quoi la semaine prochaine, big announcement pour Roman Reigns à SummerSlam. Alors je sais pas ce que ça veut dire ça. Ah non, j'avais pas vu ça. D'accord. Bon bah ouais, non mais ça va être intéressant. Mais ils ont passé un bon temps à nous promouvoir le Money in the Bank, enfin les matchs de Money in the Bank de SmackDown. Ah, là, pour le coup, la rivalité des divisions n'existe pas, hein. Ils nous ont fait énormément de pubs pour ça. Enfin bref, donc on vous remercie énormément de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous entendre sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube. YouTube. Et est-ce que j'en loupe un?
Je ne sais plus, Mixcloud ou quelque chose comme ça. Enfin bref, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes du monde. Et puis, n'hésitez pas à nous jeter des commentaires sur les épisodes. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé dans ce Monday Night Raw. Qui voulez-vous voir comme nouveau champion et pour le prochain pay-per-view. Et puis n'oubliez pas aussi sur iTunes de nous mettre une petite note si vous êtes sympa. Mettez-nous un 4 ou un 5 étoiles et comme ça on sera plus visible et on pourra conquérir le monde. On vous remercie beaucoup une nouvelle fois de nous avoir écoutés. Je remercie Raphaël d'être venu. Mais ce fut un plaisir. Merci Hank pour ta présentation. Et de rien. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cachup. On vous souhaite une très belle semaine pleine de catch. Salut! Au revoir.